Les Pistonnés, l'émission qui va aussi vite qu'une Racing Point sans avoir rien pompé à la concurrence. Et on est de retour comme chaque mercredi, après chaque week-end de Grand Prix. Votre Talk F1, bien sûr, produit par la First Team Sport. Et c'est avec un grand plaisir que je retrouve aussi ce plateau et notamment l'homme qui accueille désormais pour regarder les Grands Prix de Formule 1. Malheureusement, ça se retrouve souvent en open bull. Salut mon cher Pierrot. En open bull. Quel beau dimanche passé avec toi. Exactement, on a regardé le Grand Prix ensemble et puis on s'est bien marré parce que bon, il y avait quand même de quoi se marrer, mais on a vécu un beau Grand Prix, c'est ça qui a été intéressant. Merci. J'ai cru qu'il allait déraper. Monsieur Hamza Ramani également est avec nous aujourd'hui. Salut Hamza, ça va? Ça va très bien, refusé et toi? l'invitation. Ouais, malheureusement, on a d'autres obligations. Avec du... À skip. On n'en dira pas plus. Alex Caldi est revenu exprès de vacances, les amis, pour venir participer à cette émission et vous donner son avis. Salut Alex, ça va? Ça va très bien. Oui, revenu de vacances. Il y avait beaucoup de choses à dire après un Grand Prix de Silverstone où Verstappen a magnifiquement performé. Donc ouais, très heureux d'être là. Et on va en parler bien sûr de Max Verstappen. Regardez plutôt ce sommaire pour cette nouvelle émission. Je crois que c'est la 40e depuis le début de cette existence, la 5e dans cette saison 2. Le débrief du Grand Prix du 70e anniversaire marqué par cette stratégie incroyable de Red Bull et surtout cette surchauffe du côté de Mercedes. Une émission, vous allez le voir, consacrée très largement aux pneus. Le pneu a fait l'actualité. On vous expliquera notamment ces deux termes que vous entendez très souvent, blistering, graining. Vous ne savez peut-être pas ce que cela veut dire. Eh bien, Alex Caldi va tout vous expliquer. Puis le débat avec cette question, un débat qui tournera autour de Pirelli. Cette question, faut-il que l'on mette la gomme pour plus de spectacles en Formule 1? Avant de débriefer ce 5e rendez-vous, les amis, de cette saison 2020, je voulais vous proposer un petit tour de table, un petit tour de chauffe comme d'habitude et surtout revenir sur l'information qui a enflammé le paddock tout ce week-end. La sanction infligée par la FIA à l'écurie Racing Point dans l'affaire dite des écopes de frein. On va essayer de tout comprendre ensemble et avec vous, avec déjà ce tableau, désolé, il est roboratif, oui, comme un grand gâteau au chocolat, mais c'était pour essayer de vous donner tous les faits. Vendredi, donc, on a eu la sanction de la FIA vis-à-vis de Racing Point suite aux diverses réclamations de l'écurie Renault. Voici les révélations faites par la FIA. Mercedes aurait bien fourni donc des informations concernant les écopes de frein entre 2018 et 2019. On rappelle que les écopes de frein sont une pièce listée, c'est-à-dire que les écuries sont obligées de les fabriquer elles-mêmes, mais cette pièce est listée depuis 2020. Donc on va dire que les échanges d'informations de Mercedes sont tout à fait normales. Racing Point utilisait déjà les écopes de frein avant la saison passée sur sa précédente voiture. Par contre, dans cette saison 2020, Racing Point a complètement copié les écopes de frein arrière et donc là ça a été jugé illégal au regard notamment du règlement sportif et non pas du règlement technique. Du coup, sanction de 200 000 € par voiture pour le Grand Prix de Styrie, soit 400 000 €, pénalité de 15 points au classement des constructeurs, mais surtout de simples réprimandes en Hongrie, en Grande-Bretagne et ce week-end encore pour le Grand Prix du 70e anniversaire. Et la question de la suite, et on va en parler parce que c'est ça qui va être intéressant, puisqu'on rappelle que Racing Point a fait appel de cette décision, mais que d'autres écuries ont trouvé ce jugement un peu trop gentil, à l'image de Williams, à l'image de McLaren, à l'image de Ferrari, à l'image aussi également bien sûr de Renault, qui eux aussi ont fait appel pour manque de mansuétude, on va dire ça, de la part de la FIA. Expliquez-nous, est-ce que vous avez tout compris sur cette affaire et surtout à quoi faut-il s'attendre pour la suite, les amis? En fait, le truc c'est qu'il faut comprendre qu'on sanctionne la manière de concevoir une voiture et non pas la voiture elle-même, parce que la FIA était passée justement chez Racing Point pour voir si techniquement la voiture était légale. Elle est légale aujourd'hui, la voiture telle qu'elle est légale, elle peut rouler. En revanche, la manière de la concevoir, et c'est là où on fait une infraction au règlement sportif et non pas au règlement technique, la manière de la concevoir a été jugée illégale, dans le sens où ils ont pris entre guillemets un raccourci, et c'est ça qu'on pénalise. Ils ont pris un raccourci en prenant les écopes de frein arrière de la Mercedes de l'année dernière pour les mettre directement sur la voiture de cette année, ce qui n'a pas été le cas sur les écopes de frein avant. Et en fait, effectivement, il y a une espèce de parenté d'une voiture à l'autre en fonction des années, et donc forcément, quoi qu'il arrive avec ce qu'on appelle le reverse engineering, donc c'est-à-dire qu'on prend le produit fini, puis on le décortique, et puis finalement on arrive à refaire le même produit entre guillemets, ils y seraient arrivés à faire ces écopes de frein de cette Mercedes de l'année dernière. C'est juste qu'ils ont pris un trop gros raccourci et c'est ça qu'on a pénalisé. 200 000 €, 15 points de... Moi je trouve ça plutôt honnête pour le coup. C'est honnête, mais... C'est honnête. Quoi qu'il arrive, ils y seraient arrivés, c'est ça le truc. C'est qu'ils avaient déjà la connaissance Mercedes. Ils l'ont depuis, j'ai envie de dire, 1 an et demi, avec déjà la conception l'année dernière de la W10, donc ils l'avaient déjà depuis à peu près fin 2018, donc évidemment que c'est un peu honnête, ils avaient déjà de toute façon la connaissance Mercedes, et puis sur la FIA sanctionne aussi le fait que ce soit un énorme gain de temps
par rapport aux autres écuries qui ont conçu elles-mêmes les écopes de frein. Mais voilà. Donc, oui, mais non mais Honnêtement, je m'attendais à tout sauf à c'est honnête. Moi je suis désolé. du point de vue du règlement, et moi tu sais très bien comme je suis pragmatique, c'est honnête. C'est le règlement, c'est comme ça. Alors. Après, bien sûr, si on se met dans la position de Renault qui explique, attendez, moi je suis constructeur, je produis beaucoup de choses dans mon écurie par mois et pas par des tiers clients. Et donc en plus, on voit que une autre écurie peut acheter, avoir des connaissances d'une autre écurie, sachant que c'est quand même une pièce listée, parce que ce qui est énorme dans cette affaire-là, c'est-à-dire que les écopes de frein avant sont sensiblement pareilles à quelques différences minimes de la W10 de Mercedes, mais comme l'a très bien expliqué Pierrot, il y a l'ADN déjà qui était là sur la RP19, on peut quand même la garder, et ça je suis d'accord, c'est pas très très honnête, parce que ça veut dire qu'on a exactement les mêmes écopes de frein, et on peut quand même les utiliser lors de cette saison. Pour grossir le trait vulgairement. Grossièrement. Allez, Ça va me régaler. Concrètement, tu prends la voiture championne du monde de l'an dernier, on t'enlève 15 points. 15 points sans la voiture championne du monde, je sais même pas si sur l'ensemble de la saison, Racing Point aurait eu les 15 points. Là, on te dit, on t'enlève 15 points, mais c'est jackpot, bravo Racing Point finalement. Bah oui, ils ont très bien joué. C'est le règlement qui est comme ça. Non mais moi là, je suis pas en train de parler de Racing Point, je suis en train de parler de la sanction en elle-même qui pour moi me semble beaucoup trop légère. Une sanction plus juste aurait été par exemple, je donne un exemple, de diviser par 2 ou de diviser par 3 le nombre de points que tu remportes sur chaque Grand Prix. Alors, pour des écopes de frein, encore une fois, on ne juge pas toute la voiture. Là, on juge les écopes de frein, c'est pas la même chose. Gros, les écopes de frein, c'est pas ça qui te fait gagner une seconde entière par rapport à l'année dernière. C'est exactement ça, c'est que là, c'est le point de départ de l'affaire. Je pense que dans quelques semaines, on va avoir des réclamations sur d'autres pièces listées, parce que de toute façon, la FIA a clairement dit ils ont voulu copier la W10 Basta. de cette fini. façon. C'est fini, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais là, tu es en train de juger la manière dont tu façonnes ta voiture. À partir du moment où tu as façonné ta voiture de manière les écopes, pas la voiture, c'est pas la même chose. Encore une fois. Mais non, mais le message que tu envoies, ça veut dire quoi? Là, c'est une affaire hyper importante pour l'avenir de la F1. Bien sûr. Tu peux pas. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'image, c'est peut-être une erreur de ma part, mais tu peux pas seulement juger le Racing Point. Est-ce que tu vas juger les écopes de frein? Non, c'est une affaire beaucoup plus globale qui est très importante pour l'avenir de la F1. Mais si aujourd'hui tu joues sur les mots à ce point et que Racing Point va se retrouver finalement gagnant, parce que pour moi aujourd'hui Racing Point est largement gagnant dans cette affaire. C'est pas fini. Mais c'est pour ça que je dis pour le moment. Mais là, moi, honnêtement, je suis inquiet pour l'avenir de la F1 parce qu'on va se retrouver avec 3 ou 4 constructeurs et derrière des écuries qui vont juste copier. Très rapidement, une petite réaction, celle de Lawrence Stroll, le propriétaire bien sûr d'Aston Martin, de Racing Point, qui s'appellera Aston Martin l'année prochaine, et qui est bien sûr le principal commanditaire des pistonnets, ça vous le savez. Il traîne notre nom dans la boue et je ne resterai pas sans rien faire. On l'a dit, Racing Point a donc fait appel de cette sanction. En Formule 1, c'est très très rare, qui est, on va dire, machine arrière et ça peut même être pire, on va dire, vis-à-vis de Racing Point. Les écuries se sont mobilisées aussi pour que la sanction soit beaucoup plus importante. C'est quoi? C'est terminé? C'est entériné cette histoire? Ou non, ce n'est que le début, comme tu disais tout à l'heure? En fait, c'est que le début, parce que les écopes de frein sont le début pour attaquer sur d'autres pièces listées du coup de la W10 et donc du coup de la RP20. On va pas s'en arrêter là. Et aussi, surtout, il y a la FIA qui a appelé à la rescousse un homme, le directeur exécutif du coup de Mercedes, Toto Wolff, qui va jouer le rôle de médiateur entre Racing Point, très bon choix. Était très collé à Mercedes, et en plus du coup il va jouer le rôle de médiateur contre nos amis de Williams et tous les autres. Donc c'est bizarre, on veut éviter que ça s'éternise sur la cour d'appel internationale de la FIA. Ça va sûrement aller là-bas parce que tout le monde veut y aller. Tout le monde veut y aller, tout le monde est têtu, et en plus de toute façon ce sera les écopes de frein et demain ce sera autre chose. C'est l'avenir de la F1 qui est en jeu. En fait le truc, et là où je rejoins tout à fait Hamza, c'est que là il y a un vrai problème. Le problème c'est pas les écopes de frein sont légales, pas légales, le design machin. Le problème c'est le règlement, parce que le règlement il est sujet à tellement d'interprétations qu'à ce moment-là Racing Point n'est pas en tort, les autres écuries qui reportent réclamation ne sont pas en tort, et la FIA qui donne son verdict n'est pas en tort non plus, parce que les lignes du règlement, quand vous lisez, alors on a la chance parce que la FIA c'est en français et en anglais, quand tu lis ça tu fais mais en fait on peut tout faire quoi. Clairement on peut tout faire, il y a tellement d'interprétations et c'est là où il y a un vrai problème et où il va falloir justement mettre un point sur ce règlement, sur le règlement sportif, technique, etc. pour qu'il y ait le moins d'interprétations possible. Ce week-end il y a
pas que des histoires de règlements, de tribunaux et de écopes de frein copiées. Il y avait aussi un Grand Prix, celui du 70e anniversaire de la Formule 1 pour un deuxième week-end du côté de Silverstone. On débriefe tout de suite une course marquée, il faut le dire, et oui, par des stratégies de pneus bien différentes. On pensait les Mercedes invincibles, eh bien non, ça y est, c'est terminé. Le Grand Prix du 70e anniversaire a livré son verdict et a sacré le Néerlandais Max Verstappen, qui l'a donc emporté pour la 9e fois de sa carrière. Le 155e podium de Lewis Hamilton qui égale le record all-time de Michael Schumacher. Et puis un nouveau top 4 pour Leclerc, 2 Racing Point dans le top 6, la P8 d'Esteban Ocon et le petit point de Daniil Kvyat. Ceci nous amène bien évidemment et comme d'habitude aux 4 enseignements de ce 5e Grand Prix de cette saison. Max n'a pas dit son dernier mot et on se posera la question de savoir s'il n'a pas un peu relancé le suspense au championnat. Mercedes victime de la canicule, on verra s'il y aura un risque justement vis-à-vis de Barcelone ce week-end. Vettel est-il en roue libre? Oui, abonnez-vous à cette très belle émission bien sûr de cyclisme. Et puis le top flop bien sûr des pistonnés, oui j'allais dire des pistonnés pardon. Il sera bien évidemment question d'Hülkenberg, de Magnussen et de Daniel Ricciardo. Premier enseignement, cette victoire de Max Verstappen qui relance véritablement le suspense. Quelle victoire, on va dire, victoire un petit peu surprise grâce à une stratégie parfaite, grâce à un choix de gomme blanche en Q2. Il a réussi à mettre la pression sur la Mercedes sur son premier relais. Le très beau dépassement aussi sur un Bottas peut-être un peu naïf après le premier stop, le premier pit bien sûr de Max Verstappen. Verstappen qui a ensuite obligé Bottas à couvrir son deuxième arrêt. Et surtout cette question que j'ai envie de vite vous poser les amis, est-ce que Verstappen n'a pas relancé un peu le suspense en 2020 parce qu'il a montré qu'il était encore le seul capable de battre et de suivre les Mercedes? Et surtout, on va se poser la question, même malgré les 30 points d'écart, si Hamilton venait avoir un problème dans les semaines qui viennent, ça pourrait tout relancer. Regardez un petit peu ce petit verbatim concernant le changement d'état d'esprit chez Red Bull dans le week-end. Vendredi, on avait Max qui nous disait « J'ai déjà accepté que le titre mondial n'est pas pour cette année ». Et lundi, Helmut Marko, un peu plus optimiste, qui disait « N'oublions pas que sans son problème technique en Autriche, Max aurait pu gagner. Tout est encore possible au championnat pour lui ». Alors, les amis, Max Verstappen, est-ce qu'il peut garder un espoir, en tout cas, d'aller chercher Lewis Hamilton dans cette saison? Il va falloir réunir beaucoup de conditions sur la piste pour que ça soit le cas, parce qu'il faut que les Mercedes soient en difficulté d'un point de vue technique, et il faut qu'on ait un très grand Verstappen et un très grand Red Bull pour avoir une stratégie agressive, parce que c'est ce qui s'est passé sur ce Grand Prix. Ils ont basculé en mode, ça y est, on est derrière les Mercedes, et heureusement que Verstappen a dit, mais attends frérot, on les a en ligne de mire, c'est le moment d'y aller. Et stratégie agressive, on les a retrouvés comme on les avait vus l'année dernière, plein de fois sur plein de courses, pousser les Mercedes, j'allais dire un petit peu comme Christian Horner dans la saison 2 de Netflix, faut pas dire les gros mots, mais ils ont vraiment poussé les Mercedes à bout et ça a payé parce qu'ils avaient des meilleures tenues de pneumatiques par ces fortes chaleurs justement. Donc bravo à eux, mais il va falloir réunir beaucoup de conditions pour qu'on continue de gagner du côté de chez Red Bull. Bravo à Red Bull qui suit la stratégie As, à savoir faire une stratégie différente. Et ça a payé. J'ai été, on en parlera tout à l'heure, très surpris de voir Mercedes ne pas faire la même stratégie en qualif. Ouais. Sur le long terme, en fait, il y a tellement d'inconnus. Déjà, les Grands Prix européens, je vais dire en hiver, mais avec des températures beaucoup plus fraîches, là aussi, comment est-ce que Red Bull, comment est-ce que Mercedes vont réussir à exploiter les gommes, ça, on n'en sait rien. C'est vraiment l'inconnu. Donc, pour le titre, j'y crois pas trop. Et puis la semaine dernière, Bottas, il avait aussi 30 points de retard sur Hamilton. On disait que le titre était mort. Hein. Aujourd'hui, Hamilton, il a toujours 30 points d'avance. Et sur Verstappen, le championnat est relancé. C'est vrai. C'est plus si on s'attarde sur Verstappen, lui c'était le seul de toute façon qui pouvait battre les Mercedes, même c'était le seul qui pouvait en avoir l'opportunité, malgré une RB16, j'ai envie de dire, qui est trop compliquée. Au goût par exemple de ce qui s'est passé l'an dernier, on avait une voiture un peu plus stable. Il a réussi à trouver un bon équilibre, enfin j'ai envie de dire, c'était le seul qui pouvait le faire. Et puis surtout on voit une évolution de Max Verstappen sur cette course. Quand il est arrivé en Formule 1, bien sûr il était très jeune, il l'est toujours, mais c'était quelqu'un qui avait seulement de la vitesse brute. Aujourd'hui c'est devenu un pilote intelligent et ça montre une énorme évolution. Depuis qu'il est là, depuis 2015 il me semble, depuis 2015 il est là en Formule 1 et là on voit une évolution énorme pour avoir la lucidité de dire à son pit, il faut qu'on attaque, il faut qu'on y aille. Il l'a fait, il a réussi à lui seul à battre 2 Mercedes qui sont les plus belles voitures de tous les temps, il faut clairement le dire. Et ça, c'est un plus que la victoire. Tous les temps, c'est fort quand même. Temps, il y a eu une 2002 aussi, je suis désolé. Techniquement,
techniquement sur la piste et il y a vraiment aucune correction sur le volant quand il y a par exemple un tour de qualif. Pour moi, c'est la plus belle voiture de tous les temps et je pense Mieux qu'une McLaren 88, mieux qu'une Ah oui, Ferrari F parce que 2002. moi, je suis très attaché à la technologie. Alors on va partir sur un débat là. On va partir sur un débat, mais moi, je suis très attaché à la Ça, c'est technologie. après, Et pour les gars. moi, Après c'est la l'émission, plus belle voiture de tous les temps. Ça, on en parlera bien évidemment juste après, puisqu'on évoque la victoire bien sûr de Red Bull. Évoquons quand même ce qui a été quand même une défaite pour Mercedes. Alors une défaite P2, P3, c'est quand même pas le bout du monde, mais une J'aimerais défaite avoir ce surtout type de due. défaite. On aimerait bien avoir ce type de défaite en effet, mais une défaite due bien sûr à des problèmes de surchauffe. Regardez plutôt ce tableau et ce bilan, on va le dire, à l'issue de ce week-end à Silverstone, des problèmes de blistering en course. Et Alex vous expliquera la définition même du blistering tout à l'heure, mais surtout leur pneu arrière droit était vraiment en souffrance, une usure prématurée qui les a empêchés bien sûr d'être à l'attaque tout le Grand Prix. Hamilton qui quand même sauve les meubles malgré tout, parce qu'il accroît son avance sur Bottas avec 4 points repris sur son coéquipier, aussi parce qu'il égale le record de podium de Michael Schumacher, 155 podiums en carrière. Et puis la question que j'ai envie de vous poser les amis, est-ce qu'il y a un doute quand même pour Barcelone? On sait que la gamme de gomme sera plus dure du côté de l'Espagne, mais que les températures seront plus chaudes. Et surtout, est-ce que cette W11 ne serait pas un peu trop gourmande sur d'autres circuits? Je pense au Mugello notamment, où on sait que ça va taper fort dans les pneus. Bref, regardez ce que disait Lewis Hamilton à l'issue de cette course. Nous aurons probablement des problèmes similaires à ceux que nous avons eu à Silverstone, surtout s'il fait chaud. Cela va être, quoi qu'il arrive, un grand défi. C'est de l'intox, faut le croire, Lewis Hamilton, ils peuvent avoir ce genre de même situation à Barcelone ce week-end? Clairement. En fait, aujourd'hui, Mercedes est dans l'urgence totale. On n'a qu'une semaine pour trouver des solutions. C'est trop peu pour les trouver, je pense, même si c'est Mercedes. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Je pose la question ouvertement, mais Personne va personne ne on est pas Personne n'a technicien, solution ici, visiblement. on ne trouvera On n'a pas pas les de solutions, mais c'est vrai que dès qu'il y a des températures caniculaires, ou du moins elles sont trop fortes, la Mercedes, au niveau des pneumatiques, ne peut pas supporter ça. Et ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, on aura 30 degrés dans l'air. Donc sur la piste à Barcelone, la chaleur catalane, excuse-moi. Cataloniane. La chaleur catalane va beaucoup trop faire souffrir les Mercedes. Donc je vois pas de solution. Andrew Chauvelin a reconnu d'ailleurs, qui est le responsable des ingénieurs de Mercedes, a dit qu'on était en état d'urgence du côté de Mercedes sur ce niveau-là. Donc on va pas sortir sincèrement, pour le coup, pour plein de propos de Mercedes, j'aurais dit pipeau, mais là pour le coup, vu ce qui s'est passé sur les deux mais ce que je week-ends veux à dire, Silverstone, c'est que là on est vraiment dans un l'urgence. point On a très, très sérieux. l'impression de L'urgence, parler. c'est Mercedes, ouais. c'est finir P2, P3. Voilà, c'est ça. On a l'impression de parler d'une équipe en crise, on a l'impression de parler de Ferrari. Non, c'est Mercedes, tu fais 2 et 3. Tu fais 2 et 3 sur les 3 prochaines courses. Bon, c'est pas quelque chose de dramatique. Après, effectivement, Barcelone, ça va être un vrai défi. Barcelone en été, au mois d'août, ça va être quelque chose de complètement différent des essais au mois de février où il faisait 5 degrés. Et t'es en doudoune, hein. Et des grands prix habituels au mois d'avril, mais à Silverstone, à Barcelone, à Montmelo. Mon mélo. Donc non, ça va être un défi, effectivement. Je suis assez curieux de voir si Mercedes, avec des pneus plus durs, va réussir peut-être ou pas à avoir une meilleure ou à comprendre de manière un peu plus tranquille les pneumatiques. Juste pour finir, je pense que chez Mercedes, le problème de blistering, il est pas nouveau. Il est là depuis au moins 3-4 ans. Si c'est pas plus, et c'est toujours arrivé par exemple en Autriche l'année dernière. L'Autriche, ça a toujours été un problème pour les Mercedes quand il faisait très chaud. Là c'est pas arrivé cette année, mais là effectivement à Silverstone il faisait chaud, les pressions étaient augmentées par rapport au week-end d'avant et avec plus de tendresse dans la gomme, donc ça chauffait beaucoup plus vite, etc. Ça a été l'une des voitures qui a le plus souffert, on va dire, de blistering. Alors ils ont eu beaucoup de chance parce que le blistering était que sur une partie du pneumatique, et donc il restait suffisamment de gomme entre guillemets. C'est ça qui a fait pousser quand ils ont arrêté Bottas pour la deuxième fois et ils ont remarqué qu'il y avait encore de la gomme, ils ont voulu pousser Hamilton, et bon, ça a quand même pas marché, mais voilà. Derrière, il y a ça, et deuxièmement, comme disait Hamza tout à l'heure, moi je comprends pas pourquoi ils n'ont pas testé une stratégie à la Red Bull en Q2 avec les hards. Je ne Au comprends moins pas. un des deux pilotes. Au moins un des deux Déjà, pilotes. C'est rien que pour couvrir Verstappen. exactement. Et là, c'est là où je me dis, effectivement, peut-être ils sont endormis. Et Bottas a dit, ouais, on s'est endormi. Toto Wolff a dit, non, on s'est pas endormi. Un petit peu quand même sur la stratégie globale sur le week-end, ça a été un peu dommage. La scène
scène est, je reviens là-dessus, mais la scène est incroyable en FP2 où tu vois Allison et Toto Wolff partir faire de la trottinette alors que les voitures sont en piste, etc. Est-ce qu'on s'est pas un peu décontracté du côté de Mercedes? En tout cas, on aura une réponse dès ce week-end du côté de Barcelone. Il y a un garçon, on pensait qu'il avait touché le fond de la piscine, mais il a réussi à aller encore plus loin ce week-end. C'est Sébastien Vettel qui nous semble être complètement en roue libre. Nouveau week-end dramatique, nouveau problème moteur en essai libre 2, deuxième échec de la saison en Q2, nouvelle erreur en course et une P12 totalement anonyme au final et à l'arrivée de ce Grand Prix. La guerre des mots, aussi le message radio de Vettel en course qui reproche à son écurie de lui avoir ruiné sa partie à cause d'une stratégie douteuse. Les conférences post-course et la réponse de Binotto qui dit il a ruiné sa course tout seul en partant en spin au premier virage. Et cette question que Gerhard Berger a posée d'ailleurs à l'issue de la course, peut-il finir 2020 chez Ferrari? Lui en tout cas a annoncé qu'il sera en Formule 1 en 2021 et on attend dans les heures qui viennent une annonce du côté de chez Aston Martin. Sébastien Vettel, est-ce qu'il va réussir à finir 2020 chez Ferrari? Est-ce que là, j'en doute. On en est où là? Contractuellement, va falloir sortir le bifton là pour le sortir de cette galère. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite cagnotte litchi puis on lui dit Seb, arrête. Ça va coûter cher. Hein. Ah ouais, ça va coûter cher. Prends quelques vacances, reviens en 2021 quand tu seras frais, machin. Mais là, c'est super compliqué. Et tu le remplaces par Nico Hülkenberg. Ouais, est-ce qu'il a un pré-contrat? Parce que lui, c'est le roi des pré-contrats. Non, là, le week-end. Quand on se dit que ça peut pas aller plus mal, on se surprend encore. La salade de pignon en libre 2, là, il y a rien qui va, la voiture, elle est horrible pour lui. Alors, il y a aussi ça. Il faut savoir que Charles Leclerc et Sébastien Vettel ont une manière de piloter qui est différente, et forcément, depuis quelques années, la voiture correspond de moins en moins au pilotage de Sébastien Vettel. Est-ce que c'est une raison pour sous-performer, se mettre en tête à queue, etc. Faut dire que là, le tête à queue, ça lui a coûté très cher. Et forcément, la stratégie derrière a été mauvaise et de la part de Ferrari, mais s'il n'avait pas été en tête à queue, machin, bon, voilà, on peut refaire la course 15 000 fois. Vettel a du mal. Il y a une question aussi, c'est est-ce que Sébastien Vettel n'est pas sacrifié au profit de Charles Leclerc? On dirait, en fait, c'est vrai que depuis le début de l'année, on a l'impression qu'il y a deux Scuderia. Il y a la Scuderia Ferrari Charles Leclerc et la petite Scuderia Sébastien Vettel. Et c'est vrai que c'est peut-être dommageable pour un quadruple champion du monde de terminer comme ça avec ce qui est censé être la plus belle écurie au monde de l'histoire de la Formule 1. Là aujourd'hui, c'est tout simplement l'une des plus belles mascarades depuis le début de cette saison 2020. Comment il peut finir? Est-ce qu'il peut rester vraiment chez Ferrari à l'issue de cette saison, jusqu'à l'issue de cette saison 2020? J'en doute de plus en plus parce que on peut pas aussi mal finir une histoire qui devait être aussi magnifique. Alors c'est assez particulier parce que je vais commencer par Sébastien Vettel, comme ça on va liquider le Fernando Alonso qui a fini en 2014. On va le liquider. Non, on va liquider le sujet Vettel, ce que je veux dire. C'est que je pense qu'on a tous entendu ici le tir qu'il met à la radio au niveau de la stratégie. Je l'ai rarement entendu comme ça. Un missile air-sol de toute beauté. Maintenant qu'il est libre entre guillemets de parler, il va pas se gêner. Je trouve que c'est assez culotté quand tu te plantes au premier virage sur une erreur. Je sais plus, je crois que c'est Belmondo sur Canal qui disait c'est pas Giovinazzi, là, on parle de Vettel, quadruple champion du monde, mais c'est vrai, t'as pas le droit quand t'es quadruple champion du monde, quand t'es pilote Ferrari, de faire une erreur aussi basique, j'ai envie de dire, avec tout le respect que j'ai pour Vettel, parce que moi je la ferais peut-être sûrement cette erreur. Mais alors, de ce côté-là, peut-être, de ce côté-là, je pense que fais-toi petit, t'as fait une erreur, c'est pas grave, ça arrive, t'en as déjà fait avant et ça t'a coûté peut-être une bataille pour le titre, etc. Mais je trouve que c'est assez étrange de publiquement rejeter la faute sur Ferrari. Voilà. Après, au niveau du message radio, on entend, enfin moi je l'entends, sa frustration, elle est compréhensible parce qu'il se sent complètement délaissé par Ferrari, qui est une écurie qui... Enfin, Sébastien Vettel, il aime la F1. Bien sûr, Ferrari, ça représente quelque chose pour lui. Il y a peut-être des pilotes en F1 aujourd'hui qui sont là pour le plaisir de piloter ou juste pour prendre de l'argent ou que sais-je. Lui, c'est vraiment un passionné de F1. Donc quand il voit le traitement que lui inflige Ferrari, moi sincèrement je comprends sa peine et sa douleur, il n'y a pas de problème. Maintenant, du côté Ferrari, on a suivi la stratégie de Charles Leclerc, les yeux fermés. Leclerc il a dit je vais faire un arrêt, je veux pousser mes gommes jusqu'au bout, et on l'a... Alors qu'il n'avait... C'est Leclerc qui le dit, hein, il n'avait pas forcément confiance en cette stratégie, mais ils ont suivi Charles Leclerc. Sébastien Vettel, on lui impose un deuxième arrêt pour
j'espère que c'est pas volontaire, mais pour le faire sortir dans le trafic, alors que manifestement, c'est un sujet qui avait été abordé le matin même par Sébastien Vettel, qui a demandé à ce que cette situation ne se produise pas. Et surtout, la stratégie, après, là, je rejoins complètement Sébastien Vettel, elle est étrange, parce que il fait 11 tours en gomme dure pour finir avec le double de tours, 22 tours en gomme médium. Forcément, quand tu es Sébastien Vettel, moi, je peux comprendre que derrière, tu vrilles, et je pense que c'est le début d'une bataille des mots, entre guillemets. Tant que ça n'ira pas mieux du côté de Sébastien Vettel, je pense qu'il va plus se priver de dire ce qu'il pense. Un dernier mot, on va changer le châssis de Sébastien Vettel. Oui. Ça va permettre d'écarter ou non définitivement la thèse de la voiture, elle est différente pour Leclerc que pour Vettel, ou c'est un problème de voiture. Si avec ce nouveau châssis, Vettel ne performe pas, là ça peut quand même être problématique pour Sébastien Vettel. Regardez ce petit mot de Laurent Mekies, le directeur sportif de la Scuderia Ferrari, l'ancien minardiste devenu ferrariste. Seb est un atout massif pour l'équipe et il n'est pas un atout que nous pouvons abandonner. Ça, il répondait à Gerhard Berger. Gerhard Berger qui a dit il faut arrêter tout de suite avec Sébastien Vettel au sein de la Scuderia Ferrari. C'est mauvais pour Vettel, c'est mauvais pour la Scuderia. Ce serait quoi votre préconisation à vous très rapidement? Parce que je pense qu'on va faire un débat Vettel d'ici la semaine prochaine. Ouais, en fait, le Ils truc, l'ont c'est abandonné que... tout seul, déjà. Non, mais Vettel, là, il est... Ouais, comme disait Hamza, il est laissé pour compte. J'ai l'impression qu'on dirait que c'est un pilote payant qui n'a pas assez payé et qui a les mécanos en option, quoi. Et c'est un peu étrange. Et dire qu'il ne faut pas le laisser sur la touche pour marquer des points, ça a l'air d'être tellement faux. C'est trop tard, quoi. Enfin, c'est trop tard. On le voit. Alors oui, il fait son erreur, mais l'équipe fait rien pour rattraper son erreur aussi. Parce qu'il y a aussi ça. C'est que quand le pilote fait une erreur, l'équipe va essayer d'aller le chercher, va essayer de le remonter. Et quand c'est vice-versa, quand l'équipe fait une erreur, le pilote va essayer de tout donner pour aller chercher les points. Et Dieu sait que Ferrari en commet des erreurs. Oui, c'est ça. Là, Hamza a parlé de je trouve ça un peu gros qu'il aille à la radio. Ouais, mais attends, pour tout ce qu'ils ont fait comme erreur sur Sébastien Vettel sur les 5-6 dernières années. Je comprends totalement. Si ce message radio arrive la semaine dernière, il n'y a pas de problème. Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais juste pour dire qu'avec tout ce qu'ils ont fait Ferrari pour Sébastien Vettel et où il a porté l'équipe à bout de bras, je trouve que le tir de missile était quand même assez gentil sur une erreur stratégique où on le fait ressortir dans le trafic et où on dit derrière, parce qu'on ne prend pas sa défense, on dit non, mais il est parti en spin, c'est Voilà, sa faute. Je voulais quand même comme ça, tu supportes un quadruple champion du monde? Non, je suis désolé, là, il y a un problème. Il y a le fait aussi qu'il y a tout ça, tout ce qu'on met sur Sébastien Vettel de la part de Ferrari, pour au final, je reviens encore là-dessus, mais un quadruple champion du monde ne doit pas finir de cette façon chez Ferrari, alors que d'ailleurs on devait faire en sorte de lui faire remporter au moins un titre. Il est très attaché à l'histoire de Ferrari, comme tu l'as dit. Il est très attaché aussi à l'héritage de Michael Schumacher. Il n'a pas pu en tout cas rendre hommage à cet héritage. 13e du championnat, après 5 manches, 10 points en compteur. C'est la pire saison de Sébastien Vettel depuis qu'il a commencé en 2008. C'était avec Toro Rosso. Je crois que c'est cette même année-là qu'il a remporté d'ailleurs une course en Italie. Et là, il n'en remportera pas une seule avec Ferrari cette année. Et puis mine de rien, c'est très important quand même. Il y a une 3e place constructeur à aller chercher. Bien sûr. Leclerc, aussi extraordinaire son début de saison soit-il, il ne va pas pouvoir parvenir à aller tout seul chercher cette 3e place face au Racing Mercedes, face au Renault et face au McLaren. Ils auront à un moment aussi besoin de Sébastien Vettel. Une petite image d'Instagram que tu voulais nous partager, Hamza. Pourquoi cette image? On va essayer de vous la mettre. Voilà, c'est celle-ci, c'est Scuderia Ferrari qui a posté ça hier. C'est n'importe quoi. Je ne suis absolument pas maître Instagram, etc. Mais là, il faut savoir que cette image, tu veux que je t'apprenne? Vas-y, si tu veux l'expliquer, en fait, tu as une photo, tu as la photo de Leclerc au-dessus et la photo de Vettel en dessous. C'est-à-dire que la Scuderia Ferrari, sur ses réseaux sociaux, va poster une image où tu as Charles Leclerc entouré, qui fait des checks avec et Sébastien Vettel tout seul qui rentre dans son... Je te dis, les mécanos ils sont en option avec son contrat, j'ai l'impression cette année. Non mais même en matière d'image, de communication, je trouve que c'est ça. Enfin, tu peux pas te permettre déjà de montrer ça ouvertement. Ils l'ont oublié. Je pense que le CM Vettel lui donne de l'argent. Oui, c'est possible. Il y a peut-être une histoire même de filles derrière tout ça. Le top flop, les amis, des pistonnés. On referme cette page Ferrari. Vettel, on va en reparler, je vous l'ai dit, sans doute la semaine prochaine en attendant une annonce du côté de Racing Point. Mais avant cela, on passe à votre top flop, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Hamza a adoré Hülkenberg, mais ça ne change pas. Pierrot va mettre un petit penalty bouche à Ricardo. Et Alex, lui, va s'occuper du cas Magnussen. On commence avec toi, mon cher Hamza. Tu ne veux pas entendre qu'il puisse y avoir une déception Hülkenberg sur dimanche dernier. Ouais, parce qu'en face, on me dit que Hülkenberg, c'est absolument pas un top. Nico Hülkenberg, il y a une semaine, il était en vacances. Il arrive, 10 jours plus tard, il met 3 dixièmes en qualif à Lance Stroll. Je trouve que c'est déjà... heureusement. Ouais. On est une émission sérieuse, tu veux parler avec des gens comme Pierrot. J'adore le pousser un peu. Sérieux. Non, mais, et puis, ce qui est beau, c'est qu'on a l'impression que
toute la F1 finalement, les pilotes, tout le monde était heureux pour Nico Hülkenberg après sa qualif. On a vu, c'était qui ? Il y avait Ricciardo, il y avait Verstappen venir tout de suite le saluer. Bien sûr. Avant la course, on a eu, c'est une image que je vais interpréter de cette manière. Andreas Seidel qui a limite encouragé Nico Hülkenberg juste avant la course. Et puis sur le rythme de course, la Racing Point, elle est largement évidemment inférieure à Mercedes, inférieure à Verstappen. Hülkenberg, finalement, il est battu par Charles Leclerc avec sa stratégie audacieuse. Personne, peut-être, n'aurait pu croire à ce que ça marche. Finalement, ça a marché, tant mieux pour lui. Hülkenberg, à la régulière, j'ai envie de dire, il finit P5, il finit devant Lance Stroll. Finalement, il y a eu ces problèmes. Ces problèmes de pneus, on a cru, moi personnellement j'ai cru qu'au final il s'avère qu'il avait vraiment un souci, des problèmes avec ses pneus, vibrations, usure, etc. Ce qui fait qu'il s'arrête pour un dernier relais de, je crois, 6 ou 8 tours avec les softs. Mais quoi qu'il arrive, moi je tire mon chapeau à Nico Hülkenberg qui, je le rappelle, était en vacances il y a 10 jours et qui colle 3 dixièmes à Lance Stroll en qualification. Et puis c'était pas n'importe quelle vacances, hein. Si vous le suivez un peu sur les réseaux sociaux, il aime la fête. C'est pas le Tour de Corse. C'est pas le Tour de Corse en vélo, c'est pas tout à fait la même ambiance, t'as raison de le préciser. Pierrot, tu veux nous parler de Ricciardo, parti à l'erreur comme Vettel, c'est ce qu'il a déclaré lui-même. Petit flop, vraiment, parce que sinon c'est être méchant pour rien. Mais j'avais annoncé un penalty, bouge pas, mais petit flop pour Daniel Ricciardo qui fait une erreur à la Vettel, qui apporte d'ailleurs une véritable explication sur son tête à queue, où effectivement en fait on se rend compte que quand on se fait doubler par l'extérieur, tout l'air qui arrive justement sur le côté de la voiture n'arrive plus puisqu'il y a une autre voiture devant vous. Et à ce moment-là, quand vous remettez le pied sur le gaz, vous avez un manque d'appui et c'est comme ça que vous partez en tête à queue. Ça arrivait à Sébastien Vettel, il prenait l'exemple à Sébastien Vettel quand il avait tenté la même manœuvre sur Ricciardo à Austin en 2018 si je dis pas de bêtises. Donc c'est une petite chose et là j'étais c'est dommage parce que Ricciardo déjà entamé une course où ça pouvait être bien et ça s'est un peu effondré et là le tête à queue a vraiment fini sa course. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être des gros points à aller chercher au championnat face à McLaren et aussi Racing Point. Donc voilà. Ça arrive de faire des erreurs, j'espère qu'il en fera plus trop, c'est un pilote d'expérience jusqu'à la fin de la saison pour qu'on continue à marquer des points et en étant un petit peu chauvin, se dire allez Renault P4 en espérant que Vettel se réveille pas trop et que Charles fasse pas trop bonnes courses parce que pour lui 4e c'est une victoire alors que c'est une défaite pour Mercedes de faire P2, P3. Donc non, petit flop de Ricciardo mais vraiment juste sur cette course parce que le début de saison est cool. Et puisqu'on est chauvin, on évoque aussi bien sûr la 3e place de Théo Pourchaire en course sprint. Félicitations Théo, c'était en F3 dimanche matin. Tu veux nous parler, toi, Alex, d'un boucher charcutier qui a plutôt bien travaillé sur ce Grand Prix du 70e anniversaire. Ouais, il est danois, il aime bien la charcuterie, visiblement, mais c'est dommage parce que hier, on faisait référence à la semaine dernière, on faisait référence à Romain Grosjean avec les manœuvres dangereuses à l'approche d'une zone de freinage. Et puis là, on a encore une manœuvre dangereuse, et elle a encore plus que celle de Romain Grosjean la semaine dernière, et c'est celle de son coéquipier Kevin Magnussen. Décidément, chez As, on aime bien les petites attaques comme ça, mais je vois pas l'utilité, vraiment, peut-être bien sûr il était énervé de la manœuvre de George Russell, mais l'utilité de se rabattre d'une telle façon aussi violemment sur George Russell à la sortie à la fin du 3e secteur du circuit de Silverstone. Donc c'est très dommage, il n'y avait pas besoin de faire ça, il prend 5 secondes de pénalité très bêtement. À l'heure où, encore une fois, justement au briefing des pilotes, on a rappelé qu'il ne fallait pas faire des manœuvres dangereuses et qu'elles seraient tout de suite, de toute façon, sévèrement sanctionnées. Donc Kevin Magnussen, encore une fois, on le connaît pour ses manœuvres dangereuses, pour être un peu trop sanguin au niveau des... D'ailleurs, c'est le meilleur ami de Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen. Ils partiront en vacances ensemble. On connaît il n'y a pas que des qualités. Ça, je ne le connais même pas. Donc, oui, voilà, très rapidement, Magnussen, très bête ce qu'il a fait. Ça aurait pu être assez grave parce que heureusement que George Russell a la lucidité de partir tout de suite sur le côté droit parce qu'il sent que l'intelligence de Magnussen va encore ressortir. Donc Magnussen bête et Russell qui est encore une fois un petit peu chanceux et beaucoup plus intelligent que son adversaire. Le moment de poésie offert par Kevin Magnussen. Alors on regarde tout de suite le classement. On va se concentrer vraiment sur le classement des pilotes, les amis, parce qu'au constructeur, tout est à peu près plié déjà. Hamilton, 30 points d'avance donc sur Verstappen et 34 points, c'est bien ça. Également sur Bottas, Leclerc, P4, c'est quand même assez impressionnant. Dans quelques instants, on va se poser une question dans le débat et
essayer de comprendre ce que Pirelli pourrait faire de mieux pour le spectacle, puisque le pneu est devenu un incontournable de la gestion d'une Formule 1, ou surtout pour aller chercher de la performance. Le pneu, c'est le fil conducteur de cette émission. Et justement, dans le décryptage de Alex Caldi, tout de suite, on va vous expliquer quelques termes qui pourraient vous servir pour la suite. On aura donc eu le droit à 2 courses du côté de Silverstone, 2 courses marquées par la gestion des pneumatiques, les gommes de Pirelli qui ont été énormément sollicitées au point même d'exploser lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Des gommes aux dégradations rapides où 2 phénomènes sont de nouveau apparus, mon cher Alex. Oui, c'est donc ça qui peut mettre à mal, en tout cas, l'intouchable W11 de Mercedes, de fortes chaleurs qui font souffrir, du coup, à conséquence, du coup, les pneumatiques de la Mercedes. Les pneumatiques Pirelli, en tout cas, pour cette saison 2020, il y en a 5 composés, avec le C1 du coup qui est le plus dur, jusqu'au C5 du coup qui est donc le plus tendre. Durant un week-end de Grand Prix, vous le savez très bien, mais on le rappelle, Pirelli sélectionne 3 composés et les classe avec du rouge pour la gamme la plus tendre, du jaune pour les médiums et enfin du blanc pour les plus durs. Par exemple, pour ce week-end à Silverstone, pour le Grand Prix du 70e anniversaire, Pirelli a choisi les C2, donc les durs, C3 médiums et C4 les tendres. 45 degrés sur la piste, c'est quand même assez conséquent, et donc le phénomène de blistering est apparu sur les gommes des Mercedes. On va prendre eux en exemple puisque c'est eux qui étaient principalement touchés parce qu'ils étaient à l'avant et c'est eux qui se battaient pour la victoire. C'est un phénomène de décollement de la gomme, ça arrive quand le pneumatique est beaucoup sollicité, c'est le cas à Silverstone, c'est normal. Dans certaines courbes, le pneu doit supporter 5G de force latérale. La W10 justement de Mercedes embarque beaucoup d'appui, donc sollicitation du pneumatique énorme. Par conséquent, la gomme sur la structure du pneumatique se délite petit à petit, des petites bulles d'air qui se forment. C'est ce qu'on voit notamment là, justement avec cette image. Ce sont des petites cloques. Température élevée, les bulles d'air, les cloques montent en pression pour grossir et exploser avec des bouts de gomme du coup qui s'échappent du pneumatique. C'est dû à une différence de température entre l'intérieur du pneumatique et l'extérieur. Quand cela arrive, par exemple avec Valtteri Bottas, le pilote le ressent par des vibrations et doit par conséquence réduire son rythme. Alors on a beaucoup aussi parlé de la pression des pneumatiques, c'est notamment l'une des complaintes de Lewis Hamilton sur ce week-end. Exactement, c'est pour ce Grand Prix du 70e anniversaire, Pirelli a choisi d'augmenter les pressions des gommes par rapport à celle du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le même circuit de Silverstone la semaine dernière. Sur la Mercedes, pression élevée qui est encore plus montée avec la mise en température des gommes. La pression est montée sur la Mercedes beaucoup trop violemment. Lewis Hamilton, tu l'as expliqué Manu, l'a déploré après la course et estime que c'est l'une des raisons des souffrances de la Mercedes. Donc en somme, la chaleur, sollicitation du pneumatique plus un niveau de pression élevé qui monte en tout cas trop rapidement, eh bien c'est un risque d'apparition du blistering. Alors là, tu viens de nous parler Alex du blistering. On entend souvent un autre mot, le graining. En quoi ça consiste ? Ce sont 2 choses bien différentes. En tout cas, c'est souvent les gens les confondent ces 2 termes. Normalement, la base d'un pneumatique en Formule 1, en tout cas, c'est d'offrir de l'adhérence. Et bien avec le graining, adios l'adhérence, on va dire ça comme ça. Le graining, c'est l'apparition de petits grains qui se forment sur la surface du pneumatique. C'est créé suite à l'abrasion latérale du pneu contre la surface de la piste d'un circuit. Ce phénomène attaque et dégrade le pneu et donc par conséquent, le pneu s'use. C'est dû à plusieurs facteurs, mais principalement, c'est une histoire de choc de température. Le phénomène du graining, en tout cas, apparaît quand le pneu est froid et que la piste est chaude. C'est donc un choc de température et donc graining, perte d'adhérence. Une voiture ayant de mauvais réglages, parce qu'il y a d'autres facteurs qui font aussi l'apparition du graining, une voiture qui a de mauvais réglages, qui sous ou survire, qui glisse, impacte aussi sur l'apparition de ce phénomène. Quand il y a également un temps plus frais, eh bien il ne faut pas mettre de tension, trop de tension sur la gomme, sinon apparition du graining, perte d'adhérence. Enfin, quand les pneumatiques atteignent leur fourchette de température recommandée, ça dépend en tout cas du niveau des gammes de Pirelli, il ne faut pas trop tirer dessus tout de suite parce que, encore une fois, si vous attaquez trop tout de suite dans la fenêtre recommandée en tout cas de température, eh bien graining et adhérence réduite. Alors si je t'ai bien écouté Alex, ça veut dire que ces pneus Pirelli c'est en fait un véritable casse-tête pour les écuries. On va en parler justement pendant le débat, c'est vrai, juste après, mais effectivement, avec des pneumatiques qui se dégradent trop rapidement ou très rapidement, ça dépend des avis, les gommes Pirelli sont soumis à rude épreuve avec le phénomène du coup de blistering et de graining. Ce week-end, les Mercedes ont subi, tandis que Max Verstappen, lui, a parfaitement suggéré les pneumatiques en passant entre les mailles du blistering et du graining. Finalement, il y avait une certaine formule magique à trouver pour ces pneus Pirelli et le Néerlandais l'a trouvé. Merci beaucoup Alex pour ce grand décryptage, toujours de qualité bien évidemment. Le
pneu, on vous l'a dit, c'est le fil conducteur de cette émission. Le pneu est-il devenu trop prépondérant dans la performance d'une Formule 1 ? On va tout de suite en parler avec le débat. Pirelli doit-il mettre la gomme pour plus de spectacles en Formule 1 ? À Silverstone, le manufacturier italien a véritablement crevé l'écran la semaine dernière avec l'affaire des crevaisons et ce week-end avec le choix de gomme plus tendre et cette course de stratégie qui a vu la première victoire cette saison du néerlandais Max Verstappen. Un week-end donc qui pose des questions. Regardez plutôt avec ce tableau. Gomme plus tendre égale plus de spectacle pour l'interrogation. C'est une des questions sur lesquelles bien sûr je vous attends. Plus de diversité dans les stratégies, plus d'arrêts au stand même si on a vu que ceux qui se sont arrêtés une seule fois ont été largement privilégiés. Plus de difficultés à gérer la dégradation pour les pilotes et les écuries. Alex vient de nous en parler. Autre question sur laquelle je vous attends. Le pneu est-il devenu un élément trop prépondérant ? C'est-à-dire que le pilote est plus dans la gestion que dans l'attaque. Et puis, on a commencé à en parler la semaine dernière, l'impossible équilibre pour Pirelli avec une première phase depuis leur arrivée en Formule 1 où on disait que ce pneu était très performant mais peu endurant. Et désormais, on a tendance à se plaindre justement qu'il soit un peu trop endurant. Que peut faire Pirelli, les amis, pour rapporter un peu plus de spectacle en Formule 1? Et puis l'autre question, est-ce que, comme je vous le disais, est-ce que le pneu n'est pas trop au cœur des débats, on va dire, de justement cette Formule 1 moderne? Alors apporter du spectacle, oui, mais est-ce le rôle de Pirelli d'influer, d'avoir une telle responsabilité sur une course de F1? Est-ce qu'aujourd'hui, Pirelli, on doit demander à Pirelli d'avoir, comme on l'a vu à Silverstone, une influence colossale sur le déroulé d'un Grand Prix? Moi, je n'en suis pas sûr. Après, Pirelli peut avoir le choix, on l'a vu avec ces deux Grands Prix à Silverstone, et du coup, la possibilité, et ils l'ont fait, de changer de pneumatique, d'aller vers des pneumatiques plus tendres pour le deuxième Grand Prix. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une solution à l'avenir. On sait que pneus plus tendres égale pneus moins endurants, obligation d'effectuer plus d'arrêts au stand. Du coup, déjà, tu as forcément plus de spectacles parce qu'il peut se passer une dinguerie au stand. Et puis, tu as une multiplication forcément des possibilités stratégiques. Et ça, c'est quand même hyper important, sachant qu'on traverse une période en F1 où la norme, c'est de faire un arrêt et d'être plutôt tranquille, piano, et d'aller au bout du Grand Prix. C'est vrai qu'aujourd'hui en Formule 1, il y a une règle, c'est qu'on est obligé de faire un arrêt et de passer deux composés différents. Pirelli a son rôle à jouer là-dedans parce qu'à partir de 2018, justement, le pneu était trop endurant. Donc à partir de ce moment-là, jusqu'à 2018, le pneu était trop endurant. Donc juste à ce moment-là, on a décidé de côté de Pirelli d'avoir des pneus avec de fortes dégradations pour apporter plus de spectacle. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où peut-être on arrive à la limite de ce système parce que on l'a vu la semaine dernière, pas cette semaine-là, mais plutôt lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, un arrêt, on a eu une course relativement à l'économie, pas seulement à cause des pneumatiques, parce qu'il y a une question des pneumatiques, mais aussi parce qu'il faut gérer la mécanique. Donc c'est pas seulement une histoire de Pirelli, bien sûr que Pirelli a son rôle à jouer, mais aussi sur le système de... On veut protéger la mécanique parce qu'elle doit aller très loin dans la saison, et donc forcément on a une course à l'économie. Et cet aspect-là est un point important parce que l'endurance en Formule 1, on ne doit pas en avoir. Mais pour moi, la Formule 1, c'est l'attaque totale, quasiment en tout cas. On doit gérer ses pneus, bien sûr, mais c'est un autre débat. Mais ça rentre aussi en ligne de mire de ce débat sur Pirelli, parce que on doit pas être endurant, on doit attaquer. Et c'est vrai que là, si je reviens sur le split du coup d'un seul arrêt, ça va devenir problématique parce que peut-être qu'il faudrait imposer en tout cas 2 arrêts. D'ailleurs, pour une course comme le Grand Prix de Monaco, ça apporterait encore plus de spectacle. Là, je te coupe parce que effectivement, et je le rejoins complètement sur le fait. Aujourd'hui, on est sur une F1 à l'économie où en termes de pièces, il faut maîtriser, contrôler la dégradation des pièces, etc. Mais là, on vient de le voir ce week-end, tout en ayant cette philosophie, parce qu'elle ne va pas changer au cours de la saison, mine de rien, parce que tu as des pneus qui se dégradent, tu as plus d'arrêts au stand, tu as des stratégies différentes et du coup tu as plus de spectacles. C'est une fois sur combien de Grands Prix? Oui, mais c'est une fois. Mais c'est la seule fois, finalement, depuis très longtemps, on a eu justement cette problématique-là avec les pneus. Oh, mais c'est trop peu. Mais là, non, mais d'accord, mais voilà, on a, par exemple, en 2018, il y a un cahier des charges, c'est qu'on doit avoir, du coup, Pirelli est un peu là pour offrir des pneumatiques, du coup, avec forte dégradation, et donc, plus de spectacle, c'est ce qui est normalement demandé à Pirelli. Dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges de la FIA, au moment de l'appel d'offres, et ainsi de suite. Sauf que le souci, c'est que là, c'est une course parmi tant d'autres. Oui, mais parmi tant d'autres, c'est parce que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au final, c'est des pneus trop endurants, entre guillemets, qui
qui ne t'obligent pas justement, mais qui te permettent de faire des courses à un seul arrêt. Prenons l'avis de Pierrot. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Pierrot. Deux choses. À Silverstone, on a vécu 2 courses totalement différentes. La première, il y a eu quand même du spectacle et des combats rapprochés en piste parce que tout le monde s'est arrêté au même moment au 12e tour après le crash de Fiat. Tout le monde a mis les pneus durs. Ça s'est plus ou moins mal terminé pour certains avec les crevaisons, mais en tout cas, tout le monde était sur la même stratégie avec les mêmes pneus. Et du coup, derrière, il y a eu quand même des combats rapprochés en piste. Et c'est là où j'ai une question. C'est quoi pour vous le spectacle? Est-ce que c'est de voir des mecs qui s'arrêtent et qui tentent des stratégies différentes, ou est-ce que c'est d'avoir des combats rapprochés en piste? Parce que c'est un tout. Non, mais bien sûr, ça peut être un tout. Mais moi, quand je regarde le mais Grand Prix du dimanche dernier, laisse-moi terminer. La question que je me pose, c'est est-ce que Leclerc va aller au bout? Un quart d'heure. Vas-y, je t'en prie. Non, mais ce que je dis, c'est qu'au final, le fait d'avoir cette interrogation supplémentaire sur est-ce que, par exemple, Charles Leclerc pourrait aller au bout, ça apporte quelque chose de supplémentaire, toi, en tant que spectateur, derrière ta télé. Bien sûr. Non, mais voilà, parce qu'il y a une vraie question, et je vais faire un parallèle entre la F2 et la F3. La F3, c'est de l'attaque 100%, il n'y a pas d'arrêt au stand, il n'y a pas de changement de gomme. Donc, on attaque, on a des combats rapprochés, ça se finit sur la ligne d'arrivée pour la P1. Ça, on ne sait pas encore au dernier virage qui va prendre l'avantage pour la victoire. C'est une formule monomodèle, il y a beaucoup de différences avec la F1 évidemment. La Formule 2, on est plus sur de la gestion de course et on est sur un format qui correspond parfaitement à faire un seul arrêt au stand et à tenter justement à faire des stratégies décalées, à partir en dur ou en tendre. Donc ça c'est cool. En Formule 1, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on a des voitures qui sont faites différemment, qui n'ont pas les mêmes charges aéro, la même manière d'utiliser les pneumatiques, et c'est ça qui fait qu'il y a déjà des écarts rien qu'au niveau du châssis et la manière dont les équipes font travailler les pneumatiques, qui fait que certains vont réussir à faire un arrêt, d'autres qui vont réussir à en faire 2, plus la température qui ne va pas correspondre, machin. Bref, on a un nombre de variables qui fait que c'est compliqué aujourd'hui, et pour Pirelli et pour les équipes, et probablement pour la FIA, de se dire comment on fait pour avoir et à la fois des combats rapprochés en piste, et à la fois des stratégies différentes, et de se dire, si Charles Leclerc, il pouvait aller chercher Lewis Hamilton, qui lui est sur un double stop, et qu'on ait des batailles rapprochées. Le seul problème, quand on a des stratégies différentes, c'est que on n'est pas sur les mêmes rythmes et qu'on a moins de chances de se retrouver en bataille directe, je dis bien directe, sur la piste. Si on se retrouve sur la piste, généralement, c'est comme Esteban Ocon avec Alexander Albon, on est en bataille directe, mais j'ai une voiture moins bonne, je préfère le laisser passer, et moi je vais continuer à faire ma course, rapporter les points qu'il me faut. Donc il y a énormément de choses différentes, et c'est là où c'est compliqué. Et est-ce que c'est à Pirelli d'avoir autant d'impact? Moi non plus, je ne suis pas sûr de ça. Mais regarde la saison dernière, le Grand Prix de Hongrie, le Grand Prix, peut-être m'aider, je crois que c'est aux États-Unis. T'as Lewis Hamilton qui a une stratégie complètement différente de Bottas, enfin de tout, des mecs qui étaient devant. S'il n'y a pas ça, les Grands Prix sont insipides. Mais comme sur d'autres Grands Prix où finalement, même s'il n'y a pas de stratégie, comme on a eu à Silverstone la semaine dernière au final, s'il n'y a pas de stratégie, on a quand même des combats rapprochés. Alors certes, il y a un truc qui est marrant, c'est que la semaine dernière, les combats rapprochés, c'était dans le midfield. Et cette semaine, les combats rapprochés, c'était pas dans le midfield, mais c'était plutôt avec Verstappen et les Mercedes, ce qui a été intéressant et ce qui nous a tenu en haleine pour le reste de la course. Je rebondis juste sur le parallèle qu'il y a entre la F2 et la F1. Il y a un pilote parmi tant d'autres qui était en F2 il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Lando Norris. Et il met justement en parallèle la F2 où il était tout le temps en full attaque et le parallèle avec la Formule 1 où il explique très clairement, moi je peux pas attaquer avec mes pneus. Je peux pas faire ce que je veux, je peux pas attaquer dès le premier tour, je peux pas pousser en sous-virage parce que dès que je suis en sous-virage, je suis obligé de ralentir, je suis tout le temps en mauvaise position, je peux pas courir comme je le veux. Du coup, à partir de ce moment-là, on peut clairement, pour moi, je reste mon avis sur le fait que Pirelli a un énorme impact sur la performance et en tout cas le spectacle qu'il y a en Formule 1. Et avec les propos de Lando Norris, ça montre clairement que aujourd'hui, on va dire ça, c'est que la F2 a plus de spectacle que la Formule 1. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Pierrot, on se rappelle aussi qu'à l'époque où Bridgestone était manufacturier unique, il y avait souvent des stratégies décalées, mais que les dépassements, malheureusement, ne se faisaient entre guillemets qu'au stand. Et c'est vrai qu'on s'en plaignait aussi à l'inverse d'aujourd'hui. Regardez cette déclaration de Günther Steiner, justement à propos des pneus. C'était l'an dernier, au mois de mai 2019. Nous ne devrions pas tout le temps parler du fonctionnement des pneus. C'est intéressant, mais non, ce n'est pas la Formule 1. Est-ce que vous arrivez à faire fonctionner les pneus? Oui, alors je suis rapide. Oh, mes pneus ne marchent pas, donc je suis lent. Est-ce qu'il a raison, Günther Steiner? Est-ce que, quelque part, il y a trop d'importance autour de la fenêtre d'utilisation et de fonctionnement de ces pneus? T'as un avenir à Hollywood? Ouais, j'essaye. J'essaye en ce moment. Est-ce que ça a je suis pas d'accord avec lui.
Évidemment que ça a un impact. Évidemment qu'il faut qu'on en parle. Ça fait partie de la voiture. Il y en a 4 et sans ça, ça avance pas. Non, mais ce qu'il dit lui, pour bien que tu comprennes ce qu'il veut dire, c'est il dit on se tue à construire des voitures qui coûtent des millions et quelque part la question des pneus aujourd'hui est bien trop centrale par rapport à ce qu'on construit. Non, mais je reste sur mes propos. Moi, je suis d'accord avec Gunther Steiner. C'est les pneus Pirelli. On en parle. Enfin, oui, on en parle beaucoup trop, et ça rejoint les avis qu'on a de se dire que peut-être que Pirelli devrait pas avoir autant d'impact sur la F1. Le problème des pneus, c'est un problème éternel. Alors, on a eu ça pendant une année. Je crois que c'était en 2012 ou 2013. J'arrive plus à me souvenir, où les pneus avaient une constance dans la performance, et d'un coup, ça tombait en perf. Et là, si vous loupiez votre arrêt de 1 ou 2 tours, c'était catastrophique. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, eh bien, t'es obligé, tu peux faire de l'attaque, mais si t'attaques un peu trop, boum, ton pneu il perd en perfo d'un coup. Et c'est ça que peut-être Pirelli essaie de faire, sauf que les voitures ont tellement de charges aéro aujourd'hui que c'est un casse-tête total pour Pirelli et pour tout le monde et pour les équipes. Malheureusement, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a plus tendance à avoir un espèce de cloche, entre guillemets, en termes de performance. Au début, c'est pas très performant. Puis on arrive au pic et puis finalement, ça redescend. Et puis, on va voir à quel moment on va s'arrêter sur la descente de la performance du pneumatique. Donc, c'est compliqué. On a rajouté. Eh bien, on attaque sur la suite. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut relancer la guerre des pneus, c'est-à-dire avoir non pas un seul manufacturier, mais plusieurs. On se rappelle des batailles entre Bridgestone et Goodyear à la fin des années 90, des batailles aussi également entre Michelin et Bridgestone. On se rappelle que Michelin a quitté la Formule 1 en 2007 parce que justement, il y avait ce manufacturier imposé dès 2008 et ce n'était pas dans la philosophie du manufacturier français. Les conséquences, si on essaie de lister quelles pourraient être les conséquences positives ou négatives à un retour de la guerre des pneus, les coûts déjà beaucoup plus élevés pour les manufacturiers et du coup aussi pour les écuries, moins d'équité, de plus grands écarts entre les teams en fonction de savoir s'il y a un écart déjà entre les deux manufacturiers et aussi parce qu'il y a des teams de développement comme Ferrari l'était pour Bridgestone et Renault pour Michelin à l'époque, des stratégies moins lisibles, une meilleure publicité quand même pour le manufacturier vainqueur, mais surtout ce qui fait l'essence de la Formule 1, c'est-à-dire l'affrontement de philosophies différentes. Votre avis là-dessus, est-ce que vous êtes pour ou contre un retour, la fin du manufacturier unique et donc un retour à la guerre des pneus? Alors pour ou contre, c'est même pas la question, c'est est-ce que c'est réaliste. Et oui, c'est absolument pas réaliste, on peut le dire. Ton tableau, il le dit très bien, c'est la première ligne du deuxième paragraphe. Coût 4 à 5 fois plus élevé. À partir du moment. Alors moi j'ai une question, pourquoi 4 à 5 fois Parce qu'il y a plus de développement en fait. Dans la course, on va dire à l'échalote, il y a plus de développement et voilà. On est sur un. Pour vous dire, bien sûr. Même Michelin qui voulait le retour à la guerre des pneus est désormais acquis à la cause justement du manufacturier unique. Et on entre dans une ère où on est dans une ère de réduction drastique des coûts. Donc concrètement, on n'aura pas Pirelli en concurrence avec Michelin, avec qui tu veux. Pardon de tuer le débat d'entrée. Non, mais t'as raison, c'est la vérité. Actuellement, c'est la vérité. Plus de tests, t'as déjà un développement qui sera forcément plus important, donc plus de dépenses. Et puis même la philosophie aujourd'hui, Pirelli se concentre sur faire rouler, offrir ses pneus à l'AF1, à toute la F1. Si Pirelli demain devait, prenons l'exemple de Michelin, tu te retrouves avec une bataille Pirelli-Michelin. Pirelli, tu auras les équipes qui vont avoir des Pirelli, d'autres équipes qui vont avoir des Michelin. Déjà, le développement des pneus, est-ce qu'il sera le même, si on prend l'exemple Pirelli, est-ce qu'il sera le même pour toutes les écuries Pirelli? Imaginons, science-fiction, Mercedes et Red Bull ont des Pirelli. On a vu sur ce week-end que Mercedes et Red Bull faisaient fonctionner les pneus de manière complètement différente. Est-ce que tu vas développer des pneus pour Red Bull et pour Mercedes? Est-ce que tu vas développer des pneus pour tout le monde, sachant que Red Bull ne sera pas content, Mercedes sera content, ou inversement? Comme tu dis, ça va être un cercle vicieux qui va générer de plus en plus de dépenses et c'est pas la F1 du jour. Moi, je vais prendre le contre-pied de Hamza parce que je suis plutôt d'accord parce que ça, c'est la vision assez réaliste de ce qui pourrait se passer. Mais maintenant, moi, le romantique que tu es. En tant que romantique, je me dis, on a des moteurs différents. Pourquoi on n'aurait pas des pneus différents? Et pourtant, on voit, oui, Mercedes a un avantage avec son moteur à eux, mais Racing Point et Williams, aussi ont un bon moteur. Et Ferrari a un moteur qui est pourri. Ça plombe Alfa Romeo et As. Ça c'est une chose. Moi je pense en fait c'est ouvrir si on a plusieurs manufacturiers. Alors faut
peut-être plus que 2, peut-être qu'il en faut plus, c'est que ces pneus-là vont être développés avec certaines écuries avec qui on va passer un partenariat, machin, etc. Et qui a envie de développer une philosophie de voiture, ça permet en fait finalement de développer des vraies philosophies de voiture qui vont être totalement différentes d'une voiture à l'autre pour être plus ou moins rapide. Après, derrière, il faut qu'il y ait un cahier des charges technique de la FIA qui soit ultra précis pour qu'on puisse avoir justement une certaine équité. Mais alors là, ça va être le casse-tête absolu. Mais on peut faire effectivement une guerre des pneumatiques. On rejoint ce que disait Steiner sur l'influence des pneumatiques. Là, ça va être vraiment l'influence des pneumatiques dans les années 2000. Avoir des Michelin ou des Bridgestone, ça te permettait ou non de gagner, de jouer le titre. Ferrari en 2004 écrase le championnat, Ferrari en 2005, nowhere. Oui, et ça prouve surtout que ça va dans les deux côtés. C'est que une fois c'est le meilleur constructeur et de l'autre côté c'est le meilleur constructeur. C'est un peu c'est la compétition, c'est l'histoire de la Formule 1. La compétition c'est à tous les étages. C'est au niveau du moteur, c'est au niveau du châssis, mais ça peut aussi l'être au niveau des gommes, des pneumatiques. Et pour moi, c'est pour ça que moi je reste là-dessus sur le fait que les pneumatiques doivent avoir leur importance, contrairement à ce que dit Gunther Steiner qui préfère tempéré en disant non, le plus important c'est la voiture plus que les pneus. Mais c'est un championnat du monde constructeur ou c'est un championnat du monde pneumatique? Oui, mais c'est un championnat du monde quoi qu'il arrive. On est championnat, il y a des pilotes, c'est tout. Comment il a pris autant. Belle réponse de politicien. Gunther Steiner, on rappelle qu'il se aussi plein des pneus parce que l'année dernière, ils avaient du mal à les faire fonctionner. Ceci peut expliquer cela. Oui, Alex. Pour ajouter, lors du premier appel d'offres en 2011, du coup, pour la saison 2011, il y a eu Pirelli qui l'a remporté. Et au début, Pirelli disait je veux bien aller en Formule 1, mais à une seule condition, je ne veux qu'il n'y ait pas d'autres manufacturiers avec moi. C'était dans le cahier des charges, en tout cas dans l'appel d'offres. Quand il y a eu le deuxième appel d'offres, pour du coup, je crois que c'était pour 2020, pour la période de 2020-2023, Pirelli était ouvert à un manufacturier en plus pour la compétition, en disant nous sommes Pirelli, nous sommes italiens, nous pouvons battre tout le monde et peu importe ce qu'on fait, on gagnera quoi qu'il arrive. Sauf que bien sûr, ils ont aussi avancé. D'accord, très bien, mais bon, il y aura des coûts, donc de toute façon, ça se fera pas, donc je peux le dire, mais bon, je sais que ça se fera pas. Et puis la meilleure publicité pour Pirelli, si par exemple, je reprends l'exemple Michelin, mais si tu as une bataille Pirelli-Michelin, Pirelli, ce que voudrait faire Pirelli, c'est gagner. Bah oui. Donc les écuries, les Williams, les Haas, les Alfa Romeo, si elles avaient ou si elles devaient avoir Pirelli, limite les délaisserait parce que le plus important c'est la publicité, comme tu disais dans le tableau. Et la publicité c'est quoi? C'est d'avoir ta voiture ou l'équipe à qui tu donnes les pneus sur le podium ou avec le titre de champion du monde. Donnez votre avis en tout cas les amis sur cette question du pneu. Est-ce qu'on en fait trop sur les pneus? Est-ce que Pirelli pourrait faire quelque chose de mieux pour nous, pour le spectacle? Bref, vous avez les avis de nos pistonnés, on attend les vôtres juste en bas de cette vidéo. Et pour se quitter en beauté, on va tout de suite jouer. Allez, c'est l'heure de jouer, c'est l'heure du quiz. On va se quitter en beauté et avec le sourire. Et je chercherai bien sûr un champion. Première question, les amis, pour se chauffer. Elle va apparaître tout de suite sur votre écran, mais je vais commencer à vous la lire. Lewis Hamilton a égalé le record de podium de Michael Schumacher ce week-end. Quel autre record de l'Allemand a été battu dimanche à Silverstone? Le nombre de meilleurs tours? Non, c'était pas ça. Ah, c'est pas tout à fait ça. Nombre de tours en tête. Pas tout à fait ça, c'était la semaine dernière, je crois. Nombre de tours en tête lors d'une course. Non, ça c'était la semaine d'avant. Le nombre de courses qu'il a fait en tête? Le nombre de courses Le nombre de tours qu'il a fait en tête. Non, le nombre de courses où il a été en tête durant tout le Grand Prix? Non, ça c'est le nombre de courses où il a été en tête une fois dans le Grand Prix. Je sais pas. Je l'ai pas. Voilà. Bon, je vous le dis, c'était 16 845 tours comme le nombre de tours couverts dans un Grand Prix. C'est Kimi Raikkonen qui a battu ce record et c'était Michael Schumacher en fait qui détenait le plus de tours, plus de tours battus. Ouais, oui, mais pareil. C'est peut-être moi qui ai mal posé la question. C'est pas grave, on la retire, il y en a d'autres. Je sais que vous avez beaucoup aimé les rébus ces 2 dernières semaines. C'est la dernière séquence de rébus dans l'histoire de cette émission. Alors régalez-vous, profitez-en. Le premier, ça va aller très vite. Regardez. Poussette Norris. Lando Norris. 1-0 pour Pierrot. Très rapide celui-là. Allez, un deuxième rébut, celui-ci un petit peu plus difficile, mais ça devrait aller très vite aussi. Très vite aussi. 3 images. Hülkenberg. Non, pas Hülkenberg. Pourquoi Hülkenberg? Il y a Berg à la fin. C'est tout. Pourquoi? Nico Rosberg. Non, c'est pas Nico Rosberg. Oh bah. Attends.
Keke Rosberg. Ouais, mais tu l'as entendu en régie. Je retire ce point. Et on salue bien sûr les habitants de la ville de Bergue, dans le nord, qui nous regardent sans doute. Le troisième rébus, celui-ci par contre est un peu plus compliqué. Ah. Et on va s'en régaler. Regarde. Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa. Ah, putain. Exactement. Vous aurez noté que la femme qui était là, c'était Rosa du Big Deal pour les plus vieux qui nous regardent, bien évidemment. Ça fait 2-0 pour Pierrot. Et il y avait aussi l'excellent cycliste Rosa, l'italien, me semble-t-il, mon cher Pierrot. Mon cher Polo, pardon, excuse-moi. Avant de passer au super banco qui nous sera proposé par Brice aujourd'hui, une petite énumération. Alors, regardez bien la question qui va s'afficher. Est-ce que vous êtes capable de me citer les 10 écuries à avoir disputé le plus de Grands Prix depuis 70 ans? On peut les noter. On va faire une énumération. C'est Pierrot, c'est Pierrot qui part en pôle, puisqu'il mène 2-0, et c'est donc lui qui va commencer. Ferrari déjà. Ferrari, en effet, 995 Grands Prix. Pas dans l'ordre. Non, pas dans l'ordre. ok. Non. McLaren. McLaren, en effet, deuxième position, 867 derrière Ferrari. Je remercie Valmore, d'ailleurs, ça te laisse 2 secondes pour réfléchir. Valmore, notre viewer suisse, qui nous a proposé ce petit quiz. On embrasse la Suisse. Et on embrasse la Suisse. Et j'espère qu'on sera bientôt les bienvenus. Williams. Williams, en effet, à la troisième position, 736. Pour le moment, vous Attends, faites un tiercé dans l'ordre, les mecs. Il a dit quoi, là, Hamza? Il a dit McLaren. McLaren. Ah, ok. Ferrari, McLaren, Williams, voilà ce qui est sorti, les 3 premiers. J'ai une question. Est-ce que c'est les écuries en tant que nom ou Non, mais si, vraie pas question. réfléchir, hein. Vraie question. En tant que nom On la ou connaît, en celle-là. tant que ça a jamais changé de propriétaire, grosso modo. Parce que bon, là-dedans, Non, je peux caser un nombre de. Je te donne un exemple. Ah non, je peux pas t'en donner un. Mais grosso modo, Non, mais quand si une je marque prends a A, racheté c'est une que A écurie- se fait racheter. Est-ce que ça compte Ah non, que- ça ça compte compte pas. pas Non, Ok, ça d'accord. compte, ça en tant que nom. Brown GP. Sauber, du coup. Ça fonctionne. Sauber, il y est, oui. 374 Grands Prix. Ils sont 8e dans ce classement. Brabham. Brabham, oui, en effet. Ah Brabham, 394 Grands quand Prix. même. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6e Brabham. ok, j'en ai un. Renault. Renault, bien sûr, Renault. Juste oui. devant Ah oui. Sauber, oui. 387 Grands Prix. Lotus. Lotus, 606 à la 4e place. Bravo. Est-ce qu'ils ont double Grand Ça Prix commence à se avec, corser. Hamza, c'est à toi. Oh là 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 là. Tac, il nous reste 3 Moi, je vais en écuries à tenter un trouver. après, mais je pense que je vais rater. Minardi. Minardi, là, oui, à la 8e place, C'est à la beau, 9e place, pardon, Minardi, 340 Grands Prix. Il nous en reste 2 à trouver. Là, vous, les gars, vous, bravo. hein. Alpha. Alpha, non. Ah, Tu es éliminé. Alors, j'hésite entre deux. 2 écuries de légende, je dois vous le dire. De légende. Légende. Enfin, De légende. Qu'est-ce que t'appelles légende? Non, mais il est fou lui aussi. il y en a une qui est une écurie de légende, l'autre qui est restée. L'autre, on connaît bien. Allez, je vais dire. Est-ce qu'on est. Bah, du coup, Mercedes, non? Non, Même pas Ouais, non. Mercedes. Mercedes n'y est pas. Est-ce C'est une autre. qu'Hamza, tu peux enchérir? Sinon, j'en avais une autre dans la tête, mais. Je pense à Tyrrell, mais. Il est là, Ah, bien Hamza, joué, il est bien là. joué. 430 en effet, Grand Il Prix. manquait qui, là? Est-ce que vous avez Jordan la dernière? C'est pas Jordan. Jordan, non? C'est une écurie des années 70-80 et qui s'est arrêtée à la fin des années 90. Je vous donne un Ah indice. ouais, c'est. Je vous donne un indice. Gaulois. Chez vous, pour vous. Attends, merde. Ligier. Ligier, Ligier. exactement. Ah, Ligier, bien exactement. Oh, on n'a pas été mauvais, disons. Et pour vous une avez fois. été même très Ah, on a bon. le classement. Et c'est notre ami Hamza Ligier. qui, du coup, égalise à 2-2. Oui, parce que je vais lui donner 2 points Non, sur mais- cette petite énumération. Ça Ça va me les régale. C'est la FIA. Ça va les ce 10. truc. Attention. Question Brice Benjamin. Germain m'a joint hier sur les coups de 2h du matin, sorti de ses vacances, en tout cas de la night dans laquelle il était, La night. pour me dire demain le Super Banco, c'est un super Brice Germain. Et le Super Banco que je vous propose aujourd'hui, c'est une question de Brice et c'est celle-ci. Regardez plutôt. Entre 1980 et 2016, les McLaren étaient baptisés à partir de la dénomination MP4 quelque chose. Que signifiait alors MP4? Laissez le Marlboro Project 4. Oh, c'est allé très très vite. Et c'est bien sûr Pierrot qui remporte ce quiz. La coupe restera bien sûr de ce côté-là de la table. Je pensais que ça. Tu vois, vous l'aviez vous aussi? Pas du tout. Moi je l'avais pas du tout. Marlboro Quand Brice m'a Project, raconté ça, effectivement. je ne savais pas. Exactement. Victoire de Pierrot très rapidement. Les pronostics bien sûr pour le prochain Grand Prix qui aura lieu bien sûr du côté de l'Espagne. Le bonus, c'est un top 5 pour l'ami Carlos Sainz Jr. Regardez les résultats des pronos. Pierrot n'a plus de bonus obligatoire bien sûr à prendre. Et notre ami Brice ne prend pas le bonus, prend le bonus et nous annonce victoire de Valtteri Bottas. Qu'est-ce que vous me proposez? J'annonce victoire de Lewis Hamilton. Hamilton pour toi.
Et puis, c'est quoi le bonus, C'est Sainz top 5 pour Sainz. Allez, il est à la maison comme ça. Je prends le bonus même si c'est pas obligatoire. Oh là là, il y arrive Quel quand homme. même, lui. Hamilton et pas bonus. Et pas bonus. Gomme tendre, il fera chaud. Albon victorieux. Albon. Je le tente. Albon, attends, Mais moi, Stroll la semaine Moi, non, dernière, moi, je Albon veux cette que- moi, je veux semaine. que des points. Et Si je ça tente, rentre, mon ami, tu as bien de la chance. Merci à tous pour cette belle et superbe émission. Encore une fois, j'espère que vous êtes ravis. N'hésitez pas à vous mettre un petit like, un petit commentaire aussi si vous souhaitez donner votre avis. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Merci surtout à la First Team de nous suivre comme chaque semaine. Bonne semaine, à la semaine prochaine, les amis. Ciao. Salut.